On va aborder une nouvelle phase dans notre après-midi. Nous allons maintenant détailler un petit peu, entrer dans les détails de la mécanique de la résilience, à travers en particulier deux interventions. La toute première, c'est celle d'une philosophe et psychanalyste, c'est Cynthia Fleury. Elle est chercheure au CNRS, à l'Institut des sciences de la communication. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages. Peut-être celui qui est le plus proche de la thématique d'aujourd'hui, c'est La fin du courage. Mais je vous incite également à lire un ouvrage pour lequel j'ai une tendresse, moi, toute particulière, c'est Les Irremplaçables, que je trouve comme un excellent guide de survie dans notre ère hyper moderne. Chère Cynthia, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Ah, c'est vrai qu'on voit strictement rien. Alors, moi, je vais vous parler d'abord d'une expérience que certains d'entre nous connaissent et qui me paraît être en fait absolument pas antinomique de la question du courage. C'est l'expérience de découragement. Et comment on fait pour sortir de là? Comment on fait effectivement pour, le terme généralement utilisé, c'est rebondir. Mais déjà, vous mettre dans l'idée que ce phénomène d'érosion de soi, cette fatigue d'être soi, ce rapport mélancolique à soi-même, mais qui à un moment donné fait qu'on ressent une très grande déception, une mésestime de soi-même et qui nous met en danger. En fait, ce sentiment d'érosion de soi ne naît pas de l'échec. Et ça, c'est la première des choses, je pense qu'il est important de dire de façon clinique. Je suis psychanalyste et c'est ce que je peux voir effectivement avec les patients, c'est que très souvent, ce n'est pas l'échec qui les conduit au découragement ou au sentiment d'érosion de soi-même. Mais c'est précisément d'avoir renoncé à échouer, ce qui est un peu différent, et donc d'avoir manqué de courage, d'avoir refusé de prendre le risque, effectivement, d'échouer. Et dans ce phénomène d'avoir d'une certaine manière failli à ses propres principes, et non pas d'avoir failli dans la pratique, mais d'avoir renoncé avant même d'échouer, il y a un phénomène petit à petit d'érosion de soi-même qui se met en place et qui est profondément dangereux. Alors pourquoi ce phénomène est profondément dangereux? Parce qu'un sujet, un individu, doit faire sujet. Ça a l'air d'une tautologie, et ce n'en est pas une. Un sujet doit faire sujet, sinon il a le sentiment de ne pas être agent de sa vie. Alors faire sujet, ça veut dire quoi? Faire sujet, c'est tenter, toujours tenter, pas réussir, tenter, toujours essayer, ne jamais renoncer à faire coïncider ses principes et ses pratiques. C'est simplement ça. C'est simplement avoir cette exigence d'avoir devant soi un certain type de valeur dans lequel on croit et qui nous anime, et de broder avec, d'entrelacer avec une théorie de l'action. Et à partir du moment où on ne fait pas le deuil du sens, tout à l'heure on disait effectivement le sens, ça peut être la vocation, ça peut être le sentiment d'amour que l'on ressent pour quelque chose, la passion, etc. Donc le sens, c'est la raison au sens large, ce n'est pas le rationnel. Le sens, c'est tout simplement ce qui nous fait tenir en vie. On parlait d'existentiel aussi avec Charles tout à l'heure, donc c'est tout simplement le sentiment du vécu. Donc, à partir du moment où on ne fait pas le deuil du sens, déjà, on est moins en danger de tomber malade. Et moi, en tant que psychanalyste, ce que je vois arriver sur mon divan, dans le meilleur des cas, parce que souvent le passage à l'acte contre soi-même peut être beaucoup plus radical, c'est précisément des gens qui ont renoncé à un moment donné à prendre le risque d'échouer. Pour différentes raisons, parce que les principes de normalisation sont forts, parce que sans doute ce que l'on définit comme échec est effectivement trop humiliant, qu'on a l'impression que l'humiliation se situe dans l'échec, qu'il y a une stigmatisation sur l'échec, alors on préfère ne pas faire. Et en fait, petit à petit, par ce phénomène de ne pas faire, on met en danger ce qui est le principe le plus constituant de soi-même, à savoir soi, c'est-à-dire faire sujet. Donc faire sujet, c'est la chose la plus importante, et pour ça, il y a un outil, un seul outil, c'est le courage. Le courage, donc, déjà, de vous le présenter, non pas comme un outil de leadership, mais comme un outil de protection du sujet, comme un outil d'autoconservation de soi-même.
Alors que, effectivement, généralement, on a plutôt un sentiment un peu matamore, grand panache, show-off du courage. En fait, c'est une chose beaucoup plus simple, beaucoup plus ordinaire, mais beaucoup plus essentielle, qui est que sans courage, sans cette volonté de mettre en place un principe d'individuation, et Arnaud parlait tout à l'heure d'un ouvrage qui s'appelle « Les irremplaçables », et c'est précisément ça, le principe d'individuation, c'est de considérer que nous sommes irremplaçables. Alors, irremplaçables non pas dans un délire mégalomaniaque, ça n'aurait aucun sens, mais irremplaçables dans le sens où cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Et donc, je ne peux pas déléguer à autrui cette responsabilité, cet engagement. Et cet engagement, premier, il n'est pas tellement, il est sans doute aussi éventuellement au service des autres, bien sûr, mais il est d'abord un souci de soi, c'est-à-dire il est au service de la préservation de moi-même, c'est-à-dire le fait que je ne rentrerai pas dans un phénomène d'érosion de moi-même. Donc, premier temps, c'est ce courage comme outil de protection du sujet. Deuxième temps, c'est à un niveau plus collectif, mais c'est sensiblement la même chose, c'est toujours le courage, mais le courage, cette fois-ci, comme outil de régulation. Alors, outil de régulation dans nos écosystèmes. Ces écosystèmes, ça peut être la cité, ça peut être donc la démocratie, mais ça peut être plus simplement l'entreprise, l'université, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel on est et qui souvent, il y a deux grands dangers pour les systèmes, les organisations, c'est l'entropie, donc un phénomène de dégénérescence qui se met en place, ou l'inertie, la paralysie, c'est-à-dire un phénomène d'autoconservation, mais qui en fait n'est pas un phénomène d'autoconservation et qui utilise essentiellement la pulsion mortifère pour tenir. Alors ça tient pendant un certain temps, puis un jour ça fait un fracas et ça disparaît. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va protéger l'organisation dans laquelle on est, c'est précisément d'utiliser le courage comme outil de régulation. Donc, un outil de régulation, c'est un outil quotidien, c'est un outil, là encore une fois, ordinaire. C'est ce que des penseurs libéraux ont pu appeler comme « common decency », la décence commune. Donc là encore, on n'est pas du tout dans un rapport comment dire, viriliste, au sens de physique, au sens de la rupture nécessairement. Ça peut être plusieurs manières d'assumer cet outil de régulation, mais on est quand même dans une posture éventuellement de lanceur d'alerte. On est dans une posture d'herméneute, c'est-à-dire on est capable d'interpréter des signaux d'alerte, des signaux faibles, des signaux moins faibles. Et surtout, on prend l'absolu principe de ne pas soi-même renforcer l'entropie. Ça, c'est un des éléments clés, c'est-à-dire qu'on considère que déjà son action prioritaire est de ne pas participer du dysfonctionnement que l'on peut éventuellement noter, parce que Dieu sait, dans les organisations qui sont les nôtres, pour différentes raisons, le dysfonctionnement est un mode de fonctionnement. Donc, le premier, là aussi, l'outil essentiel pour cela, c'est la question effectivement du courage. Et très souvent, on voit qu'à ce moment-là, ce qui est très vrai pour les entreprises, voilà, quand on veut avoir une organisation qui est liée au principe d'innovation, au principe d'invention, ben là encore, le courage est quelque chose d'important parce que c'est une logique de création. En fait, ce qu'il est important de comprendre en tant que sujet et même en tant qu'organisation, c'est de ne pas faire cette assimilation entre ce qu'on appelle le réel, alors si on veut être un peu littéraire avec un grand R, et puis la réalité sociale, le théâtre dans lequel nous sommes ici et maintenant. Et très souvent, on a un peu tendance à assimiler l'un pour l'autre, à considérer que ce qui est là, ici et maintenant, est le réel. Non, le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est une puissance d'émergence, c'est ce qui fait que quelque chose advient. Et pour que quelque chose advienne, il faut absolument une implication du sujet. C'est-à-dire, c'est là encore cette question d'irremplaçabilité, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai un rapport de création, un rapport d'invention avec le réel, et non pas un rapport de soumission,
que je fais advenir quelque chose. Et tout à l'heure, là aussi, avec Idriss, au tout début, on a vu les différentes strates avec la question classique, mais hélas très parlante, de la question du vote des femmes. Il est clair que au moment où est pensée depuis tout temps cette question, elle renvoie au réel, à ce qui doit advenir, à ce que l'on aimerait qu'il advienne pour que précisément ce monde ait un sens civilisationnel fort. Et puis, bien évidemment, dans tous les différents pays ou les siècles qui sont les nôtres, on se heurte à une réalité sociale du moment qui dit non. Qui dit non, c'est stupide, ça n'a pas de sens, ou alors d'abord suffrage universel censitaire, et puis après suffrage universel masculin, et puis enfin, très tardivement, suffrage universel féminin. Et je ne suis pas sûre que ce soit par ailleurs une évidence. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux non seulement considérer que le courage est un outil de régulation, mais un outil de régulation au sens permanent, au sens où, lorsque nous sommes dans un état de droit, la meilleure façon de pérenniser cet état de droit, c'est de considérer effectivement que nous sommes en effort, au combat, toujours en vigilance, toujours en alerte, et que donc là aussi, il est important que surtout, nous n'ayons aucune peur d'échouer, parce que, encore une fois, ces logiques binaires de réussite et d'échec renvoient à des questions de normalisation sociale, de regard sur, mais certainement pas en fait à la vérité du réel. Alors, encore quelques j'aime pas dire ça, quelques règles, mais plutôt quelques principes pour essayer de mettre en place chez soi-même ce sentiment d'individuation, d'irremplaçabilité, ce sentiment qui fait qu'à un moment donné, on se dit que le courage d'agir, le fait d'oser, le fait de surtout échouer, mais surtout vraiment d'aller à fond dans l'échec, de ne craindre absolument pas l'échec, est absolument constitutif de soi-même et constitutif des organisations dans lesquelles nous sommes. Le premier principe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas assimiler réel et réalité sociale. Alors on peut le renvoyer à une formulation latine, à savoir celle d'imaginatio vera. Imaginatio vera, ça veut dire imagination vraie. Ça veut dire que d'abord, notre première manière d'être au monde, c'est d'inventer, c'est de rêver, c'est de penser les choses dans une version idéalisée ou tout simplement créatrice, mais en tout cas, c'est de ne pas être dans un rapport de soumission avec ce qui nous environne, mais de considérer au contraire que, encore une fois, la dynamique première de notre rapport au monde, de notre existence au monde, c'est d'inventer ce monde. Donc, l'imagination vraie comme premier grand rapport à la connaissance et à l'acte de présence au monde. Le deuxième point, c'est le precium doloris. Le precium doloris, c'est littéralement le prix de la douleur. Qu'est-ce à dire? C'est tout simplement que penser, c'est prendre des risques. Voilà. Et que agir pour un homme, c'est prendre des risques. Mais ce risque-là, il est du domaine vitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ça renvoie à une entéléchie première chez l'homme. On parlait tout à l'heure de en marche, en mouvement. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que de fait, pour qu'un homme tienne debout, il doit être dans un sentiment existentiel de soi-même et donc nécessairement être dans un sentiment de risque dépassé. C'est-à-dire que j'ai eu peur. En aucun cas, c'est antinomique du courage, mais la peur n'a pas eu le dernier mot. Et donc, il y a eu une sublimation de la peur. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris ce risque-là. Et l'énergie, entre guillemets, qui a été faite ici est venue nourrir mon être et ma réflexion. Et puis, le dernier point, parce que si en plus on se casse la figure alors qu'on a pratiqué l'imaginatio vera et le precium doloris, c'est un petit peu d'humour. Et donc, c'est la vis comica, la force comique, parce que là aussi, encore une fois, pour tous ceux qui vont échouer demain encore et encore, la sublimation, je dirais, la plus efficace reste encore l'humour. Et donc, le rire n'est pas simplement, encore une fois, un principe de santé, c'est un principe d'action, c'est-à-dire qu'il nous préserve véritablement de faillir au sens de renoncer. Donc, 3 grands principe. Et puis, encore une fois, quand on perd courage et qu'on cherche à
reconquérir ce courage. Et encore une fois, le découragement est sans doute l'épreuve initiatique la plus essentielle pour comprendre ce qu'est le courage. Donc, véritablement, l'enjeu pour tous ceux qui ont ressenti cette épreuve du découragement est déjà de considérer là qu'il y a une énorme réussite, parce que c'est le chemin le plus évident et le plus essentiel vers la reconquête du courage. Donc, c'est différentes règles. C'est déjà une première règle par rapport à la conception du temps. Déjà de comprendre qu'il n'y a pas simplement une conception douloureuse du temps. Il n'y a pas simplement une conception dégénérescente, anthropique du temps. Mais il y a le temps comme allié. Il y a le temps comme cycle. Et ça, c'est déjà une première grande découverte, très très simple, c'est d'avoir une appréhension du temps, là aussi, beaucoup plus créatrice et non pas mortifère. Le deuxième point que je peux vous donner, c'est de trouver un tiers. Alors, ceux qui ont traversé l'épreuve du découragement savent que, d'abord, c'est une expérience d'abandon, de sentiment d'isolement profond. Et c'est vrai. Sentiment de solitude extrême. Et pourtant, et c'est là où nous manquons un tout petit peu d'humilité, même dans notre malheur et dans notre désenchantement, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour, à un moment donné, pratiquer, le terme a été dit tout à l'heure par Arnaud, la résilience. Donc la question, c'est de trouver qui, quoi, pour faire ce travail de résilience. Ça peut être un thérapeute, bien sûr, mais pas simplement. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être surtout pas un parent. Donc, ça peut être, en tout cas, quelqu'un ou quelque chose, un livre, un sport, une atmosphère, une musique, c'est-à-dire quelque chose qui, à un moment donné, nous procure un sentiment de repos, d'indulgence, de force, et qui, avec nous, méthodologiquement, va pouvoir mettre en place un certain type d'étapes pour que, tout simplement, nous réparions ce qui est cassé en nous. Et ça, encore une fois, c'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que lorsqu'on traverse les épreuves du découragement ou quand on connaît différents types d'échecs, très souvent on fait l'expérience de la nécessité des logiques de réseau, de la nécessité des logiques de repos, de la nécessité, encore une fois, à la fois de ne pas être dans le déni, mais en même temps d'apprendre l'indulgence vis-à-vis de soi-même et un certain type d'humilité. Et puis dernier point, effectivement, c'est la méthode. La méthode parce que, tout simplement, le courage, ça s'apprend. Et souvent, nous perdons petit à petit courage par manque de vigilance, par lâcheté aussi, par capitulation comme ça, successive, mais ça ne s'est pas nécessairement montré comme tel. Et donc, à partir du moment où tout d'un coup, on se ressent véritablement dans un travail d'érosion de soi-même, il faut mettre en place une méthode qui fait qu'une chose après l'autre, voilà, on va aller reconquérir cette force vitale, essentielle, pour tout simplement faire en sorte que le souci de soi, encore une fois, soit la première chose que nous restituons, pas du tout dans cette optique individualiste de vouloir se promouvoir soi-même, mais tout simplement parce que sans souci de soi, il n'y a pas de souci des autres et il n'y a pas, bien évidemment, de souci pour l'intelligence, de souci pour les idées et d'attention et de présence au monde. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Cynthia.